Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque où je vais revenir sur mes lectures du mois de janvier. Je vais donc vous parler aujourd'hui de deux romans. Il va s'agir d'une suite et d'un premier tome. Je vais commencer tout de suite avec donc la nouveauté. Il rentre dans le cadre du PLI, donc du prix littéraire de l'imaginaire Booktuber Apps. Il fait partie des 25 sélectionnés. On approche d'ailleurs bientôt du vote où on connaîtra prochainement les 5 finalistes de cette édition 2022 du PLIB. Et donc j'ai lu Hayden Island, donc le tome 1 de Anna Klestel, le tome 1, Le Secret aux éditions Issemtio. J'en profite avant de revenir pour parler de ce roman que j'ai fait un live que vous pouvez retrouver en replay sur ma chaîne avec trois auteurs des éditions Issemtio. C'était un live extrêmement intéressant où on a pu découvrir plein de choses sur ces auteurs, sur leurs romans, sur leur influence, sur ce qui les motive, sur ce qui les inspire, sur leur manière d'écrire, sur la manière qu'ils abordent leur histoire. Donc vous pouviez retrouver Victor Emmanuel Brent, auteur de Utopia, dont je viens de finir le roman, et vous aurez prochainement ma critique donc, sur ce roman. Il y avait également Guy-Roger Duvert, auteur de Outsphere, que je lirai je pense très prochainement, et José Carli, auteur de Soline, que j'ai déjà fait la critique que vous pouvez retrouver, donc la vidéo critique sur ma chaîne. Et donc là, je vais donc vous parler de Hayden Island, donc aux éditions Issemtio de Anna Klestel. Déjà, la couverture me plaisait beaucoup, j'étais très intrigué par ce roman. On est sur une dystopie, sur donc encore un univers un petit peu post-apo. Donc c'est toujours ce genre de roman, moi, qui m'attire. On est donc, le monde, voilà, s'est écroulé. Voilà, cette espèce de entrée en guerre, l'aspect climatique, etc., a créé un petit peu la fin du monde. Et il y a une espèce de havre de paix qui a réussi à ressortir de tout ça. Donc l'Hayden Island, cette île où les gens arrivent à vivre dessus. Ils sont coupés du reste du monde grâce à un dôme qui les protège du reste. Et là-dedans, voilà, on est dans une sorte d'utopie où les gens sont heureux. Il y a une nouvelle technologie, il y a une sorte de nouveau matériau qui a été créé, un matériau assez malléable qui permet en fait de le transformer en n'importe quoi. Donc c'est extrêmement utile, extrêmement plaisant. C'est un univers très high-tech. Et voilà, les personnes qui sont dans ce monde ont un système, en fait, ils ont un bracelet. Et plus, en fait, ils vont faire des bonnes actions, plus ils vont gagner des points, on va dire, en fait, sur ce bracelet qui va leur permettre d'acheter des choses, avoir des avantages. Et plus ils vont fauter et pas être en accord avec la doctrine de ce monde, ils vont être plutôt, du coup, sanctionnés. Ils auront accès à moins de choses, à moins d'avantages. Tout est régulé au niveau de la santé. Cette montre est connectée aussi aux santé de la personne. Donc, il va aussi lui donner des ordres, des choses à faire pour qu'il soit en bonne santé. Et on va donc suivre à travers ce roman deux personnages. On suit d'un côté Analia qui vit donc à Hayden Island. Et à travers elle, on va découvrir justement ce monde, sur comment fonctionne cette île, ses avantages, cette espèce de monde parfait. On la suit, elle, vraiment dans ses tracas un petit peu du quotidien. Elle va à l'école, elle va tomber amoureuse. On va voir aussi, on va découvrir qu'il y a une sorte de hiérarchie aussi dans cette société parfaite. Les gens sont appelés par des numéros et en fait, ben, plus t'es haut dans la société, plus t'as un petit numéro et le but c'est de grimper. Donc on se rend compte qu'aussi ben, finalement un petit numéro, un top 10 peut difficilement être avec une fille qui va être dans les millièmes. Donc on a ce côté un peu cet amour un petit peu impossible avec ce personnage de Analia. Et à côté de ça, on va suivre le personnage de Elaine qui lui vit hors de Eden Island, qui vit donc vraiment sur la Terre, ailleurs. Et on découvre voilà, ce qui est devenu un petit peu notre Terre. Et le fait que ce soit compliqué de vivre aujourd'hui dans ce monde, qu'il y a aussi un côté ben, où les denrées, les ressources se font de plus en plus rares, et que les différentes tribus qui peuvent vivre ont commencé aussi ben, à s'attaquer entre eux, commencent à avoir des conflits, donc ça devient de plus en plus compliqué. Il vit avec sa sœur et sa mère, donc lui il travaille un petit peu pour deux, enfin pour trois, mais pour nourrir sa famille et pour que tout aille bien. Et il va se trouver qu'en fait, Aylan est un grand surfeur et il va attirer l'attention d'Eden Island qui va vouloir le recruter pour le faire entrer à Eden Island parce que voilà, Eden Island pourrait un petit peu aussi étoffer et pas rester qu'entre eux. Ils font des fois intégrer des personnes de l'extérieur, donc on parle un petit peu d'immigration choisie, mais mine de rien dans ce roman. Et donc voilà, pour ses qualités de surfeur, ils vont vouloir faire entrer Aylan dans la société. Et Alan, ben, lui, ne veut pas abandonner sa famille, sa sœur. Donc il va trouver en contrepartie
comme sa sœur est malade, pour essayer de la soigner, ils vont la ramener, mais pour un laps de temps assez court, donc voilà. Et ce qui permettra à Elan de pouvoir faire un petit temps d'adaptation sur Eden Island, voir si vraiment il veut intégrer cette île et ce fonctionnement. Donc on aura forcément en fait dans ce roman cette confrontation entre ces deux visions, ce côté très utopique donc d'Eden Island, ce côté vraiment de fin du monde au niveau de la Terre. On a tous forcément cette histoire d'amour. En fait, on a cette opposition où en fait Aylan a des vrais problèmes avec le biais de la santé, cette survie qu'il a, il a vraiment des problèmes primordiaux et on voit que lui, il est occupé par ça. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on a ce personnage de Analia qui, elle, on voit qu'elle a des problèmes surfaits, c'est des histoires d'amourette, etc. Donc on sent qu'en fait, on est dans un monde de fin du monde et que ces deux mondes sont faits complètement en opposition par rapport à leur tracas qu'il peut y avoir. Mais voilà, tout va forcément se compliquer, on va découvrir qu'il y a forcément un envers du décor, qu'il y a des complots qui vont se mettre en place et qu'il y a beaucoup de secrets. Et voilà, Analia et Aylan, à travers leur rencontre, vont percer à jour les mystères qui peuvent entourer la création qu'il y a eu d'Eden Island. Donc le roman également traite, donc, comme je le disais, de tout ce qui est immigration choisie. Je trouve que c'était une bonne idée d'aborder ce thème sur ce roman. Voir qu'on peut choisir des gens pour essayer de les intégrer dans une société parfaite. Euh, Peut-être mon petit bémol, c'est qu'en fait, choisir une personne parce qu'il est bon en surf, est-ce que vraiment une société qui en serait rendue là choisirait une personne pour cet aspect-là? Je suis un peu plus sceptique. Pour moi, j'aurais peut-être plutôt choisi parce qu'il a un aspect, il est intelligent, il a de bonnes connaissances scientifiques, ça peut apporter quelque chose. Un côté sportif dans un monde qui, au bord de la fin du monde, moi, c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé. Mais néanmoins, j'ai apprécié tout le côté où, en fait, ces gens qui sont complètement perdus dans ce monde, sans richesse, en pauvreté, sans nourriture, vont aller au bord, vont vouloir prendre des bateaux et vont vouloir se rapprocher au maximum des barrières de Eden Island. Ça fait penser à des problèmes qu'on a de société d'aujourd'hui, des gens qui peuvent quitter des pays qui sont en guerre, etc., ou en immigration pour venir dans des pays qui sont prêts à risquer leur vie finalement pour rejoindre des pays plus développés. Donc voilà, on a un écho de société par rapport à ça, on a bien sûr un écho de société par rapport aussi à l'écologie, à notre fin du monde, vers quoi on va. Donc tout ça c'est extrêmement intéressant, c'est plutôt bien développé dans le roman. Moi j'ai trouvé ça plutôt bon. J'ai trouvé que c'était un roman très dynamique, il se passe beaucoup de choses, l'univers est intéressant, les secrets qui vont être révélés, tout ce qui est mis en place, c'est assez sombre, c'est plutôt plaisant. Oui, il y a un petit peu une part au niveau de la romance qui est un petit peu, peut-être un petit peu trop présente. À voir si dans le tome 2, on va un peu plus au cœur de l'histoire, mais c'est vrai que... Mais en même temps, ça nous permet de nous identifier aux personnages, ça nous permet de comprendre le mode de fonctionnement de Eden Island, et également, comme je le disais, ça permet en fait de faire cette opposition en fait, entre ces deux vies finalement, cette vie un petit peu insouciante et cette vie plus de survie. Donc je pense que c'était normal aussi d'avoir cette banalisation de la vie au sein d'Eden Island. Et puis voilà, le roman prend le temps vraiment de poser l'univers, de poser son background, de poser vraiment... On prend le temps en fait de nous expliquer comment fonctionne Eden Island. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et voilà, le bouquin est pas très long, il se lit extrêmement facilement, il y a beaucoup de dialogues, c'est écrit d'une manière fluide. On est vraiment pris dans l'histoire avec ces personnages, c'est assez... il y a un côté un petit peu thriller mine de rien, où on a de la course-poursuite, où on va de mystère en révélation, en enquête. Donc moi j'ai passé un plutôt bon moment de lecture sur Eden Island, j'ai le tome 2, j'ai extrêmement hâte de me plonger dedans pour encore percer les mystères parce que tous les mystères ne sont pas résolus. Donc non, vraiment très bonne lecture que Eden Island des éditions Essentio. Donc si vous aussi vous l'avez lu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, deuxième lecture, je vais enchaîner sur le deuxième tome en fait d'une saga en deux tomes, une duologie aux éditions Lumen de Gwendoline Clark. Donc là, c'est Deux brumes de métal et de cendre, qui fait suite à Deux vers d'acier et de métal. J'avais beaucoup aimé le premier tome des éditions Lumen. Je trouve que c'est des bonnes sagas de duologie comme Lumen faisait au début de leur... qu'ils ont lancé leur édition. Ils sortaient vraiment de très bonnes choses. On a eu Le Feu de Rêve, on a eu Alive. On avait beaucoup de séries très fantastiques, fantasy, vraiment très développées, assez riches. Aujourd'hui, ils sont tombés dans quelque chose d'un peu plus jeunesse. Et je trouve que là, c'est l'une des dernières bonnes sorties qu'ils ont faites. Euh, pour revenir rapidement sur l'histoire, on est dans le passé, on est dans les années 1800, il me semble, si je ne me trompe pas. On est dans une Italie un petit peu différent, qui cherche en fait conflit un petit peu d'indépendance entre les différentes régions d'Italie.
Et on a ce qu'on appelle les scriptologues. Alors les scriptologues, en fait, peuvent, donc c'est la scriptologie, on peut créer des idées à travers dans les romans, on peut écrire pour créer des mondes, et aller dans ces mondes, en fait. On peut créer carrément des univers, et dans ces univers, vu qu'on les écrit finalement, on peut inventer n'importe quoi qui peut se passer dans ces univers, donc l'idée est très intéressante. On peut même par exemple aller plus loin et créer juste par exemple un univers, ce serait juste par exemple, je prends un exemple, hein, c'est un exemple qu'on voit dans le bouquin. Un exemple, c'est on crée un univers, c'est juste un laboratoire. On va dans cet univers, et dans ce laboratoire, on peut créer des choses. Mais comme on a changé les propriétés physiques qui ne sont pas les mêmes que dans notre monde, on peut écrire de nouvelles choses et les rapporter après dans notre monde. Donc vraiment, l'idée de base de ce roman est vraiment géniale. Moi, je trouve vraiment que c'était une idée forte, très originale et vraiment très plaisante. Et le fait d'avoir mélangé un petit côté historique sur l'indépendance de l'Italie, sur les différentes régions, c'était vraiment extrêmement bien trouvé. Et en fait, on suit différents personnages. On suit entre autres Elsa, qui est la première personne, on va dire, scriptée. Voilà, il y a carrément une personne, Montaigne, qui a carrément scripté intégralement un univers, qui a créé Veldana, donc qui est un monde où il a créé des personnes dedans. Et donc Elsa est une Veldanienne, mais elle arrive du coup à venir dans notre monde. Donc on suit Elsa qui a sauvé, donc dans le premier tome, je vais pas spoiler, mais qui devait donc sauver sa mère. Et sa mère avait créé un roman également qui avait de grands pouvoirs, qui pouvait interagir carrément avec notre monde. Donc sa quête c'était de retrouver sa mère. Et elle avait été envoyée dans un pensionnat en Italie où elle avait rencontré d'autres scriptologes, d'autres personnes qui ont des dons comme ça un petit peu... parce qu'il y a différents domaines de compétences. Il y a également les mécaniciens, en l'occurrence Léo, qui va devenir son meilleur ami, mais qui va se trouver être au cœur d'un conflit, et voilà, qui va trahir finalement peut-être ses amis pour sa famille. Donc on avait tout un complexe familial, tout un complexe historique avec ces différents personnages, et donc dans ce tome 2, on retrouvait Elsa qui doit maintenant retrouver ce fameux livre et lutter peut-être face à ses anciens amis, préparer de nouvelles intrigues. C'est très dynamique comme roman, il se passe beaucoup de choses. Et toujours cet aspect historique qui est très bon, et on a vraiment ce cœur de famille et tout ce développement autour de la scriptologie qui est vraiment extrêmement bien développé, et on a vraiment un univers fantastique vraiment original. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette duologie. Le petit bémol que je pourrais avoir, c'est qu'en fait je trouve le concept était tellement intéressant, tellement bien trouvé, tellement fort, que peut-être j'aurais aimé soit un troisième tome, ou peut-être développer différemment. Peut-être pour encore aller plus en profondeur, je trouve qu'on est resté peut-être en sur... Enfin, je trouve vraiment qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'encore mieux, je pense. Je trouve que voilà, je pense tout de suite à par exemple à Cœur d'encre, la saga Cœur d'encre avec cette petite fille qui pouvait, là aussi, en fait, sortir les personnages des livres. On est dans quelque chose d'un petit peu similaire. Et je trouve qu'à travers sa trilogie, Cornelia Funk était vraiment allée extrêmement loin et vraiment aboutie. Elle avait vraiment construit quelque chose d'extrêmement riche et d'extrêmement plaisant. Et là, je trouve que Gwendoline Clark, je trouve que voilà, elle a pris cette direction de vouloir rester sur quelque chose d'assez réaliste, d'assez historique également, avec des faits et des personnages qui ont vraiment existé. Donc c'est vraiment intéressant sur ce point de vue-là. Mais j'aurais peut-être aimé peut-être que dans la scriptologie, on aille encore plus loin, qu'on utilise encore plus ce concept, qu'on puisse voir jusqu'où ça peut aller. Mais voilà, on a des séquences extrêmement bien faites, on a des séquences de fantastique quand ils vont dans certains mondes créés en scriptologie qui sont absolument incroyables. C'est vraiment très riche, c'est vraiment très plaisant, c'est dépaysant, c'est transportant. On est accroché avec ces différents personnages, on ne tombe pas dans certains clichés. Il y a même des personnages qui se révèlent. Il y a une personnage dans ce roman, je trouve, qui a pris une place assez importante, que je ne pensais pas. Je trouve que le personnage de Porzia, c'est l'ami de Elsa, prend une dimension dans ce roman, limite devient l'héroïne de ce roman, et j'ai trouvé ça très intéressant de baser ce roman plus sur ce personnage-là, par rapport au premier, et de développer cette personnalité, de développer son avancée, son évolution. C'est intéressant, ça rajoute également de la profondeur à ce roman. On a encore des révélations, on comprend aussi les risques de la scriptologie. Donc vraiment, c'est une très bonne duologie que je ne peux que conseiller. Donc si vous aussi vous avez lu cette duologie, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà, c'était ma vidéo pour mes lectures du mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez lu au mois de janvier. Et nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!